Rappelez-vous les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Rappelez-vous Colin Powell, le secrétaire d'État américain, qui agitait au Conseil de sécurité une fiole qui était censée avoir le bacille du charbon. Rappelez-vous également les accusations contre le régime de Damas sur l'affaire de la Ghouta ou sur l'affaire de Khan Sheikhoun. Moi, je me rappelle, j'étais l'année dernière candidat à l'élection présidentielle. On m'avait sommé dans un grand média français, un de vos confrères, on m'avait sommé le jour même de dire que c'était le Bachar el-Assad qui avait demandé de gazage. On sait maintenant, plusieurs mois après, que ce n'était pas le cas. En effet, les Russes sourient beaucoup moins que les Français, et cela pour plusieurs raisons. En Russie, le sourire n'est pas vraiment un signe de politesse, c'est plutôt un signe d'empathie personnelle. C'est pour ça qu'il n'est pas commun de sourire dans le métro ou dans le bus, et c'est pour ça que les vendeuses aussi ne vous sourient pas, parce qu'elles vous connaissent pas. De plus, sourire pendant qu'on effectue un travail est un signe d'insouciance ou de manque de sérieux. Par exemple, les douaniers dans les aéroports ne sourient pas parce qu'ils effectuent un travail très important, et donc l'absence de sourire montre leur responsabilité. Si seulement ils n'étaient pas tellement polis. Ce phénomène est historique, c'est pour ça que dans la langue russe, il y a toujours des locutions comme « le rire sans raison est un signe d'un con ». Eh bien, en Russie, le prénom écrit dans le passeport ne sert que pour des occasions officielles ou des rencontres formelles. Dans la langue russe, il existe un vaste réseau de suffixes qui permettent de donner des différentes teintes aux mots. Par exemple, petit, grand ou mignon. En russe, on a la liberté de former des mots très anarchiquement sur la base des racines simples. Et tout le monde comprendra quand même ce que vous voulez dire. Eh bien, avec les prénoms, c'est pareil. La plupart du temps, un russe n'utilisera pas le prénom marqué dans son passeport. Il utilisera ce que l'on appelle le diminutif, ou la version familière ou courante de son prénom. Il existe comme une liste tacite des diminutifs standards pour chaque prénom. Ainsi, Maria devient Masha, Ivan devient Vanya, Irina devient Ira et Alexandre devient Sacha. Et non, en russe ce ne sont pas deux prénoms différents. Cependant, on peut former une multitude de diminutifs différents pour chaque prénom, et chacun aura sa teinte particulière. Par exemple, l'un sera affectif, l'autre irrespectueux, bref. Peu importe la relation que vous avez avec la personne, il se trouvera toujours un diminutif qui la représentera bien. Prenons le cas de Maria. Je peux en réalité m'appeler Maria, Masha, Mashenka, Manunia, Marussia, Maha, Mashka et bien d'autres encore. Mais alors quand utilise-t-on le vrai prénom? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, le prénom officiel implique une certaine forme de distance et de respect. Dès que vous tutoyez la personne, l'utilisation du prénom officiel devient généralement déplacée. Mais comment s'adresser à une personne poliment en russe? Le nom russe complet est composé de 3 parties. Le nom de famille, le prénom et ce que l'on appelle le patronyme. Le patronyme est un possessif se formant avec le prénom de votre père et le suffixe possessif. Donc il peut se traduire approximativement par fils ou fille de... on serait prénom ici. Ce sera un Ovitch pour les hommes et un Ovna pour les femmes. Ainsi, si votre père s'appelle Ivan, vous serez Ivanovitch ou Ivanovna. S'il s'appelle Piotr, vous serez Petrovitch ou Petrovna. Et s'il s'appelle Gérard, Gérardovitch et Gérardovna. Ce patronyme a pour but principal de pouvoir s'adresser à quelqu'un de façon respectueuse. C'est une interview insensée. 25 minutes embarrassantes. Dernier rebondissement du feuilleton Skripal sur Russia Today. La rédactrice en chef de la chaîne proche du Kremlin interroge les 2 suspects identifiés par Scotland Yard comme des agents secrets russes en mission. C'est bien nous sur les images. Ruslan Boshirov. Alexander Petrov. Ce sont vos vrais noms? Oui. Accusé par Londres de l'empoisonnement début mars de l'ex-espion Sergei Skripal et de sa fille à Salisbury, les 2 hommes, nerveux face à la caméra, jurent qu'ils sont innocents et qu'ils sont de simples touristes venus visiter la ville anglaise. Il y a cette cathédrale célèbre, la cathédrale de Salisbury. Elle est connue dans le monde entier, avec sa flèche de 123 mètres et son horloge. Tellement qu'ils s'y sont pris à 2 fois, car le premier jour, il y avait trop de neige. Un alibi un peu léger. On ne pouvait pas se déplacer, on était trempés jusqu'aux genoux. Très vite, la conversation tourne à l'absurde. Peut-être qu'on a marché pas loin de la maison de Skripal. Mais on ne sait pas où elle est. On n'en a aucune idée. Peut-être qu'on est passé à côté ou peut-être pas. Dénégation, réponse évasive, ceux qui se présentent comme de petits entrepreneurs sont visiblement mal à l'aise. Pour le Royaume-Uni, ce n'est qu'un tissu de mensonges et d'affabulations grotesques. Cet entretien est une insulte à l'intelligence du public, pour quiconque a suivi l'affaire.
Des accusations aussitôt qualifiées d'absurdes par le Kremlin qui assure, avec toujours la même rengaine, Vladimir Poutine le premier, ce sont de simples citoyens. Et l'affaire ne s'arrête pas là. 2 autres espions russes présumés ont été arrêtés aux Pays-Bas. C'était une grosse surprise lors de la session plénière ici au forum de Vladivostok. C'était un événement clé de ce forum. Donc il y a eu plusieurs invités qui ont justement entendu cette déclaration de Vladimir Poutine en direct. Donc je vous invite donc à écouter exactement ce qui a été dit par le président russe. Bien sûr, nous avons cherché qui sont ces gens. Nous savons qui ils sont. Nous les avons déjà trouvés. J'espère qu'ils se mettront en lumière et parleront d'eux-mêmes. Ce sera mieux pour tout le monde. Il n'y a rien de spécial et rien de criminel à leur sujet, je vous le dis. Nous verrons dans un avenir proche. Sont-ils des civils? Pardon? Sont-ils des civils? Je ne vous entends pas. Sont-ils des civils? Bien sûr, ce sont des civils. Après, il y a eu un échange entre le modérateur de cette session plénière, l'animateur d'une émission hebdomadaire sur une chaîne fédérale, qui a dit qu'il aurait été content de recevoir ces gens-là, ces 2 suspects par la police britannique dans son émission. Et donc, il aurait été content également d'écouter leur version des faits. Et donc, le président russe a espéré donc que ces 2 suspects vont se manifester devant les médias. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov. Ces 2 noms ont été présentés par la police britannique le 5 septembre dernier. Donc il s'agit, selon les enquêteurs britanniques, de deux suspects qui auraient participé à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia début mars, toujours en Grande-Bretagne. La Russie a toujours nié toute implication dans cette affaire Skripal, mais a été toujours tenu à l'écart de l'enquête par la police britannique, malgré les demandes réitérées par les autorités russes et les notes diplomatiques envoyées par le ministère des Affaires étrangères russe. Donc, et toujours encore un rebondissement dans cette affaire. On attend ce que effectivement ces 2 personnes manifestent auprès des médias. Merci. Vous m'avez contacté sur mon portable en disant que vous étiez Ruslan Boshirov et Alexandre Petrov. Alexandre Petrov et Ruslan Boshirov. Vous ressemblez réellement aux individus que nous a montrés le Royaume-Uni, à ces photographies et vidéos. Qui êtes-vous en réalité? Nous sommes bien ceux qu'on vous a montrés. Ruslan Boshirov, Alexandre Petrov. Ce sont vos vrais noms? Oui. Oui, ce sont nos vrais noms. Même maintenant, quand vous en parlez, honnêtement, vous avez l'air très tendu. Quel air peut-on avoir? Si votre vie avait été aussi chamboulée, en l'espace d'une seule journée, si elle avait été brisée... Sur les vidéos présentées par Londres, c'est bien vous qui vous promenez à Salisbury en blouson et basket? Oui, oui, c'est nous. Que faisiez-vous là-bas? Ça faisait longtemps que nos amis nous avaient conseillé de visiter cette belle ville. Salisbury? Oui. Une belle ville? Oui. En quoi est-elle belle? C'est une ville touristique. Il y a là-bas la célèbre cathédrale de Salisbury. Elle est connue non seulement partout en Europe, mais aussi, je crois, dans le monde entier. Elle est connue pour sa flèche de 123 mètres. Pour son horloge aussi, la plus ancienne du monde, et qui est toujours en état de marche. Vous vous êtes donc rendu à Salisbury pour voir l'horloge? Non. D'abord, on avait prévu d'aller à Londres pour faire la fête. C'était pas un voyage d'affaires, pour être honnête.
Nous avions projeté de visiter Londres et d'aller à Salisbury. Et c'était prévu comme une excursion d'une journée, naturellement. Et quand on est arrivé là-bas, on a eu l'impression que l'avion n'allait pas atterrir dès la première tentative parce que les 2 et 3 mars, c'était le chaos du point de vue des transports en Grande-Bretagne. Et les transports étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, bloqués par les chutes de neige. C'était, dans presque toutes les villes, c'était bloqué. Nous n'arrivions à aller nulle part. Et toutes les chaînes de télévision disaient que les chemins de fer ne fonctionnaient pas les 2 et 3 mars. Les autoroutes non plus. Elles étaient bloquées par la police, par les ambulances, la circulation était bloquée. Il n'y avait aucune circulation. Les trains ne fonctionnaient pas, rien ne fonctionnait. Et pourquoi cela, on ne montre pas? Pourriez-vous décrire, pas chaque minute, mais peut-être chaque heure, tout ce dont vous vous souvenez? Vous êtes arrivé en Grande-Bretagne pour, comme vous le dites, faire la fête et admirer la cathédrale et une certaine horloge à Salisbury. Pourriez-vous décrire ce que vous avez fait en Angleterre? Vous y avez passé 2 jours, c'est ça? En fait, 3 au total. 3. Qu'avez-vous fait pendant ces 3 jours? On est arrivé en Angleterre le 2, on est allé à la gare pour voir les horaires et comprendre où nous pouvions aller. Nous n'avions prévu qu'une seule journée en fait. Passer une journée à Salisbury, ça suffit, il n'y a pas grand-chose à faire pour y passer plus d'une journée. Salisbury, c'est une ville touristique, une ville normale. J'ai compris que c'était votre projet, mais qu'est-ce que vous y avez fait réellement? Vous êtes arrivé, il neige, la circulation est perturbée. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors on est arrivé à Salisbury le 3, on y a passé... on a essayé de se promener dans la ville, mais comme la ville était toute couverte de neige, on n'a tenu qu'une demi-heure. On était trempés. Il n'y a aucune photo, aucun média, aucune chaîne ne montre que ce jour-là, le 3, c'était le chaos dans la ville. Le chaos à cause de la neige. C'était impossible d'atteindre le moindre endroit. On était trempés jusqu'aux genoux. Vous vous êtes donc promené pendant une demi-heure, vous étiez trempé et après? Évidemment, nous sommes partis pour visiter Stonehenge, Old Sarum, la cathédrale de la Vierge Marie, mais on n'a pas réussi parce que là, comme on dit, il y avait de la neige boueuse. Et la ville était toute couverte de cette neige boueuse. On était complètement trempés, on est revenu à la gare, on a pris le premier train pour revenir en ville, on a passé une 40aine de minutes dans un café à la gare. On a bu un café chaud parce qu'on était trempés. Et le 3, on y a passé au maximum 1 heure. Oui, peut-être 1 heure. Et encore, c'est parce qu'il y avait un grand écart entre les trains, probablement dû au chaos dans les transports. On est rentré à Londres et on a continué notre voyage. On s'est promené dans Londres dans la soirée. Du coup, vous avez passé seulement 1 heure à Salisbury. Le 3, oui, parce que c'était impossible d'aller nulle part. Et l'autre jour? Et le 4, on y est retourné parce que tout avait fondu à Londres. Il faisait chaud. Il y avait du soleil. On voulait spécifiquement visiter Old Sarum et la cathédrale. Et on a décidé d'en finir le 4. En finir, c'est-à-dire? C'est-à-dire visiter les lieux dignes d'intérêt. Voir cette fameuse cathédrale. Allez-y, à Old Sarum. Vous l'avez vu? Oui, on l'a vu. Oui, on l'a vu le 4. Mais encore une fois, dans l'après-midi, il y a eu de telles chutes de neige. Et personne ne le dit, je ne sais pas pourquoi. La cathédrale est belle? C'est bien qu'on est parti plus tôt. La cathédrale est belle. Il y a beaucoup de touristes russes, beaucoup de touristes qui parlent russe. D'ailleurs, il doit y avoir beaucoup de photographies de la cathédrale que les médias auraient dû montrer, qu'ils auraient dû montrer. Vous avez dû prendre des photos? Bien sûr, oui. On était dans un parc en train de boire du café. On est allé dans un café pour boire du café. On se promenait. On admirait le gothique anglais, la beauté. Et pour une raison quelconque, on ne parle pas de cela. On ne montre que le moment où on était à la gare. Montrez-nous ces photos. Les nôtres, à la gare? Pendant votre séjour à Salisbury, vous êtes-vous approché de la maison des Skripal? On s'est peut-être approché de sa maison, oui, mais il faudra encore savoir où elle était.
Savez-vous où était la maison des Skripal? Moi non, si on savait où elle était. Il se peut qu'on soit passé à côté, je ne sais pas. Avant de me retrouver dans cette situation, avant que ce cauchemar ne commence, je n'ai jamais entendu ce nom de famille, je n'en savais rien. Quand vous êtes arrivé en Grande-Bretagne, à Londres, à Salisbury, pendant tout le temps que vous y avez passé, aviez-vous avec vous un Novichok ou un autre poison, ou un liquide dangereux? Non. Je pense que c'est du délire. Aviez-vous une bouteille de parfum Nina Ricci sur vous que les Britanniques présentent comme preuve de ce qu'ils considèrent être votre crime? C'est pas un peu stupide pour un homme normal d'avoir du parfum de femme sur soi? Quand on passe la douane, on subit un contrôle de l'intégralité de ses affaires. N'importe quel policier faisant son inspection aurait eu ces questions s'il avait vu quelque chose. Pourquoi un homme aurait-il un parfum pour femme dans ses bagages? En tout cas, des gens simples se seraient posé ces questions. Des gens simples, oui. Pourquoi des hommes auraient du parfum de femme avec eux? Mais ces gens, où auraient-ils pu voir votre parfum? Quand on passe la douane, en passant la douane. Bref, aviez-vous un parfum Nina Ricci avec vous? Non. Non, bien sûr. Une question concernant les hommes normaux que vous êtes. Toutes les vidéos, on vous voit ensemble. Vous étiez tout le temps ensemble. Vous viviez ensemble, alliés partout ensemble. Qu'avez-vous en commun, tous les deux? Écoutez, laissons de côté la vie privée. Nous sommes venus vous voir pour demander une défense. Il se trouve qu'on fait face à un interrogatoire. On commence à creuser et nous vous demandons de nous défendre. C'est ce que nous vous demandons. Nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des défenseurs ni des avocats. Et justement, voici ma question suivante. Pourquoi êtes-vous venu vers les médias? Vos photographies et vos noms ont été publiés il y a quelque temps. Tout ce temps, vous êtes resté calme. Aujourd'hui, vous appelez et décidez de parler aux médias. Pourquoi? Mais pour être défendu, si on peut dire qu'on est resté calme après que notre vie est tournée au calvaire, nous ne comprenions même pas ce que nous devions faire. Où aller? À la police, au comité d'enquête, à l'ambassade du Royaume-Uni, au FSB, on ne sait pas. Aller à l'ambassade du Royaume-Uni, dans quel but? On était perdus, on ne savait pas quoi faire. Où aller, à qui s'adresser. Vous savez, quand votre vie est complètement chamboulée, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller. Et beaucoup de gens écrivaient et disaient, pourquoi ne pas aller à l'ambassade britannique pour expliquer tout ça? Vous lisez donc ce qu'on écrit et ce qu'on dit sur vous? Non, on ne lit pas. Mais bien sûr qu'on lit. Bien sûr que nous lisons parce qu'on ne peut pas sortir dans la rue. On a peur. Peur de quoi? Ensuite, c'est parce que je crois dans la politique étrangère de la France, qui est une politique fondée sur l'indépendance. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Il n'y a pas d'alignement systématique. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur
parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule, mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. On a peur pour nous, pour notre vie, pour nos proches, pour les gens qui nous connaissent. Vous avez peur d'être tué par le renseignement britannique ou... On ne sait pas. Lisez ce qu'on publie chez nous, ce qu'on écrit chez nous. Quelle récompense on propose? Je n'ai pas vu cela. C'est pour vos têtes? Monsieur Goutkov, je crois. Goutkov, ouais. Il a promis un voyage en Angleterre à celui qui ramènerait les deux personnages. En Russie, les députés ont voté ce vendredi à une large majorité la destitution d'un des leurs. Guedani Goutkov est membre d'un parti d'opposition modéré. Il lui est reproché de mener des activités commerciales incompatibles avec son statut. Lui affirme être victime d'une vengeance de la part du Kremlin. Ces derniers mois, il a participé à plusieurs manifestations anti-Poutine. Vous trouvez ça normal? Vous croyez que c'est simple de vivre quelque part, de se promener, de sourire, de ne pas avoir peur, de dire bonjour à tout le monde? Toute personne normale aurait peur, voilà tout. Pourquoi m'appeler moi? Pourquoi être venu à notre chaîne? Comme ça, on lisait les infos tout le temps, votre télégramme justement. Vous avez écrit vous-même sur Telegram aujourd'hui. Maintenant, je sais qui lit mon télégramme. Disons, vous nous avez encouragés. Je ne sais pas si on peut dire ça devant les caméras. Dites-le, si on ne peut pas, on ne l'utilisera pas. En avant, les fils de pute. Ah oui, j'ai écrit à la file, les fils de pute. Oui. Donc voilà pourquoi, après avoir lu ça, on a décidé de vous appeler et de venir vous voir. Vladimir Poutine s'est adressé à vous aujourd'hui depuis les écrans de télévision et dans la presse, disant que les personnes en question avaient été identifiées et qu'il était le temps qu'il parle aux médias. S'il ne l'avait pas parlé ainsi, seriez-vous venu ici? Vous savez, Margarita, ça aurait plutôt pu être une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Vous auriez enregistré une déclaration vidéo, l'auriez publiée? Oui, sur Internet. En fait, on n'a jamais eu affaire aux médias et pour nous, ça aurait été plus simple de se livrer sur Internet. Parce qu'en gros, pour demander à être défendu, aidé, aujourd'hui, on ne l'a pas vu à la télé, simplement on l'a entendu à la radio. Et j'ai proposé, ça nous a poussé à vous appeler. Travaillez-vous pour le GRU? Et vous? Moi non, et vous? Moi non plus. Mais personne ne m'accuse de travailler pour le GRU. C'est vous qu'on m'accuse de cela. Dieu merci. Ce sont vos collègues qui nous en accusent. Ce ne sont pas seulement mes collègues, puisqu'apparemment vous parlez des journalistes. Les services de police britanniques vous accusent de travailler pour le GRU. Ça, c'est ça le plus terrible. Et alors, où travaillez-vous? Vous êtes des adultes, vous devez gagner votre vie. On est des entrepreneurs de niveau moyen. Ça veut dire quoi, du niveau moyen? Si on commence à parler de nos affaires maintenant, ça peut causer des problèmes aux gens avec qui on travaille, et ça, on ne le veut pas. Si on le fait, comme ça, vos collègues pourraient trouver ces gens plus facilement. Mais il faut que vous racontiez quoi que ce soit, pour qu'on puisse vous faire confiance, le public comme moi-même. Vous voulez que les gens vous croient, n'est-ce pas? Depuis plusieurs mois, on les perçoit du contraire. Certains vous croient, les autres non. Et quand vous dites « nous ne travaillons pas pour le GRU, mais on ne va pas parler de nos affaires non plus », moi, je me demande et le public se posera aussi des questions. Si vous ne travaillez pas pour le GRU, si vous n'êtes pas des espions, si vous n'avez empoisonné personne, si vous n'êtes que de simples terroristes, mais quelle est votre profession? Pour faire bref, on travaille dans l'industrie du fitness.
Grigory Rodchenkov, ex-patron du laboratoire antidopage de Sotchi, est désormais impliqué lui-même dans le scandale du dopage organisé en Russie. Le comité d'enquête russe affirme qu'il a manipulé des échantillons et trafiqué des États-Unis, où il est exilé, la base de données antidopage. La crise s'aggrave donc dans ce dossier qui a vu la semaine dernière la prolongation de la suspension de l'équipe russe d'athlétisme de la Fédération internationale. En 1 an et demi, 19 sportifs russes ont été sanctionnés par la commission. Pas plus tard qu'hier, 5 nouveaux athlètes ont vu leurs titres olympiques annulés. Conséquence, la Suède vient de passer devant la Russie en nombre de médailles aux Jeux de Sotchi. Enfin, les 5 et 7 décembre prochains, le CIO doit décider de la participation ou non de la Russie aux JO 2018. Dans la nutrition sportive, vitamines, oligo-éléments, protéines, compléments alimentaires, etc. Si on en parle un peu plus, nos partenaires et un grand nombre de nos connaissances, je ne sais pas comment dire. Vous transpirez, je vais mettre en marche la climatisation. Oui, il fait chaud ici. Alors, vous travaillez dans l'industrie du fitness. C'est ça. Vous faites quoi exactement? Vous êtes consultant en Europe pour des gens qui veulent par exemple gonfler leurs biceps? Pourquoi en Europe? Pourquoi en Europe? Ça sera ma question suivante. Il faut que vous répondiez à cette question-là et puis on parlera de cela. On donne des consultations ici. Ah, donc vous consultez ici? Ici, la tendance aujourd'hui, c'est de consulter ici. Aujourd'hui, c'est pas pour faire gonfler les muscles, mais au contraire, pour se construire des formes, ce qu'on appelle le séchage. Une alimentation saine. Alimentation saine, mode de vie sain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Russie qui bannit l'alimentation OGM. Le Premier ministre, Dmitry Medvedev, a annoncé en avril 2014 que la Russie n'importerait plus d'alimentation OGM. Si les Américains préfèrent manger des produits OGM alors qu'ils les mangent, nous n'avons pas besoin de les imiter car nous avons assez de place et de ressources pour produire des aliments biologiques. Jusqu'à présent, on pouvait importer et vendre des plantes OGM, mais seulement avec des caractéristiques spéciales. La culture en Russie était permise jusqu'ici seulement sous contrôle strict des champs d'essai. Irina Yermakova, vice-présidente de l'Unité nationale pour la sécurité génétique de Russie, s'est exprimée à ce sujet de la manière suivante. Il est important d'interdire les aliments OGM et de prononcer un moratoire décennal. Il est prouvé que la nourriture OGM est dangereuse, non seulement en Russie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde. Les procédés de fabrication ne sont pas encore au point, et c'est pour cette raison que tous les aliments génétiquement modifiés devraient être classés dangereux. Les biotechnologies devraient sans aucun doute être développées, mais la distribution des aliments OGM devrait être stoppée. Donc vous travaillez avec des clients pour les aider à se former un beau corps dans des clubs de sport, c'est ça? Des entraîneurs en somme? En gros, oui. On ne voudrait pas rendre public toutes ces informations et approfondir les détails de notre travail. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas créer de problème à nos clients, aux gens avec qui je travaille. Donc voilà, je ne veux pas en dire de trop. Donc ces gens avec qui on travaille, c'est pas la peine de leur causer des problèmes. D'accord. Les Britanniques affirment qu'au cours des dernières années, vous vous êtes rendu en Europe des dizaines de fois, et avant tout en Suisse. En tant que professionnel des entraînements sportifs et du développement musculaire, qu'y faisiez-vous? Les Britanniques affirment beaucoup de choses. Donc vous n'avez pas été en Europe? Ils affirment qu'on habitait dans une chambre avec un seul lit. Et que les chambres à côté étaient destinées à 2 ou 3 personnes. C'est tout à fait normal pour les touristes de partager une chambre double destinée à 2 personnes. On peut économiser comme ça en vivant ensemble, c'est pratique. C'est plus simple, c'est plus amusant. Et pour toute personne normale, c'est une question pratique. Quant à ça, qu'il y ait eu un lit ou deux, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Franchement, c'est ce qui préoccupe le moins les gens en ce moment. Dans le monde contemporain, il ne peut pas y avoir de poursuite
d'atteinte aux droits des personnes à cause de leur nationalité, de leur race, de leur orientation sexuelle. Ça ne doit absolument pas exister. Nous n'avons pas cela. Nous avions, si ma mémoire est bonne, dans le code pénal de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, l'article 120, qui réprimait l'homosexualité. Nous avons supprimé cela. Il n'existe absolument aucune ségrégation contre les homosexuels. Nous avons des personnes d'orientation non traditionnelle qui vivent tranquillement, qui travaillent, qui obtiennent des promotions, qui obtiennent des distinctions de l'État pour leur réussite dans les domaines de la science, de l'art ou dans n'importe quel autre domaine. Ils se voient remettre des décorations et moi-même je les leur remets. Quelle était la question qui était posée? La question qui s'est posée était celle de l'interdiction de la propagande de l'homosexualité auprès des mineurs. Je ne vois rien d'antidémocratique dans cet acte juridique. Personnellement, je pars du principe qu'on doit laisser les enfants tranquilles. Nous devons leur donner la possibilité de grandir, de se découvrir eux-mêmes et de décider eux-mêmes qui ils veulent être, un homme ou une femme, s'ils veulent vivre dans un mariage normal, naturel ou dans un mariage non traditionnel. C'est tout. Et je ne vois là aucune atteinte aux droits des homosexuels. Je crois que cela a été délibérément exagéré afin de représenter la Russie comme un ennemi dans l'esprit de certains groupes de personnes. Ça se fait pour des raisons politiques, une façon d'attaquer la Russie. D'où viennent ces attaques? Elles viennent de ceux qui les mènent. Regardez d'où viennent ces attaques. Donc, selon vous, les droits des homosexuels et les mariages homosexuels sont reconnus dans la même mesure qu'aux États-Unis? C'est votre position? Non seulement nous les reconnaissons, mais nous les garantissons. L'égalité des droits est garantie à tous, y compris à ceux qui ont une orientation sexuelle non traditionnelle. Mais vous êtes-vous rendu en Europe ces 2 dernières années? Bien sûr, principalement pour les affaires. Et la plupart du temps, en Suisse, c'est correct? Non, la plupart du temps, c'était pas en Suisse. On est allé en Suisse plusieurs fois, on s'est rendu cette année, on a passé le nouvel an là-bas. Comment vos affaires sont-elles liées à la Suisse? Je comprends que vous ne vouliez pas révéler quoi que ce soit sur vos clients, leur nom, mais qu'est-ce que vos affaires ont à voir avec l'Europe et la Suisse? Ce ne sont pas toujours des voyages d'affaires. On est allé par exemple en Suisse en vacances. On est allé aussi pour travailler, mais je ne sais plus très bien exactement quand. Venir à Genève, ça signifie rien. C'est normal. C'est le chemin le plus court pour se rendre au Mont Blanc. Il s'agit de faire quelques kilomètres seulement pour aller en France. C'est commode. Vous y êtes allé pour travailler ou pour vos vacances? Non, les deux. Mais en majorité, c'était des voyages d'affaires. En quoi exactement consistent vos affaires? Il s'agit de nutrition sportive. En Europe, des préparations et des vitamines sont en vente. Ah, je vois. Vous achetez ces produits et les apportez ici? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on les achète. On les met dans des sacs et qu'on les amène ici. On étudie le marché, on regarde ce qu'il y a de nouveau. Les nouvelles spécialités, comme les compléments alimentaires, les aminoacides, les vitamines, les oligo-éléments. On choisit ce qu'il y a de plus nécessaire, puis on revient ici et on décide comment livrer ces nouveautés sur le marché. C'est un des domaines où on travaille. J'ai un dossier avec des captures d'écran. Ça, c'est vous? Oui, oui. Et ces vêtements sont à vous. Vous portez d'autres vêtements maintenant? On a toujours ces vêtements-là dans nos placards. Oui, j'ai cette veste dans mon vestiaire. Ces chaussures, je les ai achetées au Royaume-Uni. Et la veste aussi. Et ces baskets New Balance, auxquelles on a fait de la pub. Tous ces vêtements, on continue de les porter. Vous les avez ici en Russie? Ici, tu portes ces bottes que tu as achetées à Oxford Street, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le 3, je crois, que j'ai acheté ces chaussures. Parce que le 3, on était complètement mouillé. Oui, le 3, on était complètement trompé. On est revenu à Londres et on a changé de chaussures. On est revenu à Londres, on a fait des shopping. Moi, je suis allé acheter des chaussures. Et le lendemain, je portais déjà une autre paire. Ces vêtements, est-ce qu'ils sont maintenant en Russie? Oui, en Russie, oui. Est-ce qu'on peut les voir? On peut vous les montrer, bien sûr.
Est-ce qu'ils sont ici avec vous? La veste, oui, je l'ai avec moi, elle est ici. Cette veste? Oui, cette veste, elle est à moi. Et quant à moi, toutes mes affaires sont chez moi, dans le placard. D'accord. Voilà l'image qui préoccupe le monde entier. Ici, à l'aéroport de Gatwick, vous sortez par la porte d'embarquement, par les portes, en même temps, presque à la même seconde. Comment cela s'est-il passé? Comment pouvez-vous l'expliquer? C'est à eux qu'il faut poser la question. Comment expliquer? Parce qu'on marche toujours ensemble. On passe par la même passerelle, par le même agent de douane, le même policier. L'un d'entre nous passe, l'autre attend. On est passé ensemble par la passerelle, on passe toujours ensemble. Comment ça s'est produit? En une seconde, en même temps, séparément? C'est à eux qu'il faut poser la question. Le fait que nous passions toujours ensemble, je parle anglais un peu mieux, et s'il y a des problèmes, j'aide Ruslan. Donc vous êtes passés ensemble et pas par des passerelles différentes? Oui, ensemble. On passe jamais par des passerelles différentes. Donc ces images, c'est quoi ça? Ça ne s'est pas passé, ce sont des montages? On passe pas par des passerelles différentes. Ça, je sais pas. Si seulement on pouvait se souvenir de tout, comment ça s'est passé, comment tout cela se passe chez eux, quand on arrive quelque part, quand on part, quand on visite des sites, on fait jamais attention aux caméras parce que c'est pas intéressant. Comment on filme, où on filme, ce qu'on filme. Ça m'intéresse pas, je n'y ai pas fait attention. S'ils ont imprimé ces photos, surtout à un tel moment, c'est à eux qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Skripal? Qui les a empoisonnés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y avez pensé avant de vous voir à la télévision? C'est difficile à dire. On vit cette situation. La seule chose, c'est que si un jour on trouve les vrais empoisonneurs, je voudrais qu'ils s'excusent auprès de nous. Qui, les empoisonneurs? Les Anglais. Parce que même depuis la semaine dernière, ces 5 derniers jours, depuis combien de temps tout ça, c'est l'objet de discussion, je confonds même les dates. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé dans nos vies. Je ne peux même pas sortir faire le plein. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Nous pensons que oui. Comment peut-il en être autrement si on monte nos photographies à la télévision? Chaque jour, 2 photographies, plein écran, on allume la radio, Bochirov, Petrov, c'est effrayant. On allume la télé, Bochirov, Petrov. Comment vivre ça? Moi, j'ai vraiment peur. Je suis effrayé, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça qu'on est venu le voir. J'essaie même de ne pas regarder les infos. Lui, il regarde. Je demande seulement s'il y a quelque chose de nouveau et j'attends la réponse. Non, rien de nouveau. Et il répond toujours, oui, il y a du nouveau, ils en rajoutent, et encore et encore. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que vous allez faire? Aucune idée. Je veux juste qu'on nous laisse tranquilles. Si je comprends bien, vous ne pouvez plus quitter le pays. Si vous quittez le territoire de la Fédération de Russie, il est très probable que vous serez arrêté. J'espère que ce problème sera résolu. J'espère aussi qu'il va se résoudre et que les Britanniques s'excuseront pour tout ce qu'ils ont provoqué, qu'ils trouveront quand même les gens qui sont responsables de cette affaire Skripal et que notre vie changera. Toute cette situation, ce n'est qu'une coïncidence incroyable et déplorable, c'est tout. De quoi sommes-nous coupables? On voudrait simplement qu'on nous laisse tranquilles, qu'on puisse rester au calme. Au moins, nos médias, vos collègues. Les médias russes? On imagine même un peu ce qui se passera après cette interview. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, on sera obligé de... Vous serez les héros de tous les talk-shows. Je préférerais pas. Je voudrais simplement me cacher, me terrer pendant tout ce temps. On ne veut pas du tout d'une telle notoriété. Juste qu'on nous laisse tranquille. On n'a plus de force. On est fatigué de ça.
Si c'est possible, laissez-nous tranquilles, c'est tout. Par votre intermédiaire, nous voudrions nous adresser à tout le monde, y compris à vos collègues. Même si quelqu'un nous reconnaît, on ne peut pas simplement rester chez nous tout le temps et ne pas sortir dans la rue. Donc, chers amis, il ne faut pas sortir vos portables. Je ne sais pas comment vous le demandez, je voudrais tout simplement de la tranquillité. Je comprends que tout ne reviendra pas à la normale aussi vite qu'on le voudrait. Simplement qu'on ne nous dérange pas, du moins pour le moment. Merci d'être venu chez nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci.